Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. On a la chance aujourd'hui d'avoir Thibaut Duréo, qui est avocat associé gérant au sein du cabinet Rivière. Thibaut, merci d'accepter cette interview. Merci à vous. Tu vas nous présenter ce soir ce que c'est que le déficit foncier. Alors, le déficit foncier, contrairement à ce que l'on peut entendre, ce n'est pas une niche fiscale. Ce n'est ni plus ni moins que l'application des règles de la catégorie des revenus fonciers. Pour faire simple, ça se résume dans la formule suivante. À tout revenu peut correspondre une charge. À tout revenu catégoriel, en l'occurrence ici revenu foncier, peut correspondre une charge foncière. Cela signifie que si je ne me conserve pas la jouissance du bien sur lequel je veux déduire des charges, c'est-à-dire si je le mets en location, pour faire simple, eh bien, je peux déduire des charges foncières. Et les charges foncières les plus courantes sont la taxe foncière, l'assurance habitation, etc. Mais le plus souvent, et ce qui nous intéresse en l'occurrence, les dépenses d'entretien, réparation, amélioration que je réaliserai sur ce bien immobilier. D'accord, donc je génère de la charge, ce qui va induire un déficit au niveau de mes revenus fonciers. Alors, ça peut effectivement entraîner un déficit. Si jamais le montant de mes charges dépasse mes revenus fonciers, puisque premièrement, mes charges vont effacer mes revenus fonciers imposables, eh bien, si le montant de ces charges dépasse le montant de mes revenus fonciers, j'ai un déficit et ce déficit peut s'imputer sur mon revenu global, sur le revenu global du contribuable, à hauteur de 10 700 euros. C'est le plafond fixé par la loi. Et cette année, c'est x2, on est à 25 400. Alors, pas pour tous les dossiers, ça peut être doublé, c'est-à-dire que ce plafond fixé à 10 700 euros peut effectivement être doublé, mais uniquement pour les travaux qui vont améliorer la performance énergétique de mon local pour le passer de EFG à A, B, C ou D. Très bien. Est-ce que le déficit foncier s'applique aux clients qui n'auraient pas de revenus locatifs? Alors oui, je pense même que ça peut être parfois plus intéressant pour ce type de profil, notamment pour les primo-investisseurs. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir de revenus fonciers va d'abord entraîner un déficit, comme on vient de le voir, imputable sur le revenu global à hauteur de 10 700, mais le solde du déficit n'est pas perdu puisqu'il va venir effacer les revenus fonciers de l'allocation, issus de l'allocation de ce bien pendant 10 ans. Si bien que mon primo-investisseur, si je puis dire, va acquérir un bien sans qu'il soit jamais fiscalisé, sans que ses recettes ne soient jamais fiscalisées pendant 10 ans. Et ça, c'est formidable. Effectivement, c'est très intéressant. J'ai bien compris que ce n'est pas aujourd'hui un produit défiscalisant. Non, c'est ce que j'ai dit un peu en introduction, c'est pas un produit défiscalisant en tant que tel, ce n'est ni plus ni moins que l'application des règles propres à la catégorie des revenus fonciers, mais lorsqu'il est bien utilisé, eh bien, ça peut donner un produit finalement très intéressant sur le plan fiscal. Thibaut, merci beaucoup pour tout ça. Avec plaisir, À très à bientôt. bientôt.